Nous allons poursuivre la discussion avec un deuxième panel. De nombreux points qui seront approfondis lors de cette deuxième session ont déjà été mentionnés lors de la session précédente. Mais ce n'est pas un problème, bien au contraire. Cela permet de préparer un petit peu le terrain pour cette table ronde, dont le titre est « La confiance dans la science mise à l'épreuve à l'ère des controverses et bouleversements technologiques ». Donc là, vous pouvez déjà reconnaître certaines des questions qui ont déjà été abordées auparavant. Et comme nous l'avons fait plus tôt, nous allons commencer par un discours. La personne qui va prononcer ce discours n'est pas présente physiquement. Il s'agit de Dame Wendy Hall, qui est professeure titulaire de la chaire royale d'informatique, vice-présidente associée et directrice de l'Institut des sciences du Web, Université de Southampton, au Royaume-Uni. Et elle va prononcer un discours pendant 10 minutes. Et ensuite, nous reviendrons ici et j'appellerai les différents intervenants pour la table ronde. Madame Wendy Hall, j'espère que vous pouvez nous entendre. Alors, pas besoin de m'appeler par mon titre honorifique. Wendy suffit. Merci d'être parmi nous. Et vous avez la parole pendant 10 minutes. Très bien. Merci beaucoup. Merci de m'avoir donné l'opportunité de participer en distanciel. Je suis désolée de ne pas être parmi vous en présentiel, mais je suis quand même avec vous en distanciel. Je n'ai pas pu entendre ce qui a été dit auparavant, donc je vais dire simplement prononcer les propos que je voulais déjà prononcer. Si vous ne me connaissez pas, oui, je suis professeure et directrice de l'Institut des sciences du Web à l'Université de Southampton. Ça fait 40 ans que j'occupe cette fonction. J'ai créé mon premier code IA il y a 20 ans. Mais également, j'ai écrit une revue de l'IA pour le Royaume-Uni en 2017 pour le tourisme et le gouvernement afin de façonner la stratégie nationale en la matière pour l'Australie également, pour le Conseil de l'IA. Et plus récemment, j'étais au Conseil consultatif de haut niveau des Nations Unies où nous avons élaboré les recommandations pour septembre 2024 pour l'IA. Ça a été présenté lors de l'AG et ils sont en cours de mise en œuvre. Et je dois dire que le chemin est tortueux. Je vais vous raconter un petit peu quelques anecdotes des difficultés. Il faut gagner la confiance. Vous savez, les chercheurs, la confiance dans la science est une question difficile. Je vais me concentrer sur l'IA parce que c'est là mon domaine d'expertise, c'est là où j'ai le plus de connaissances. Je suis scientifique de formation, certes, mais je vais me concentrer sur l'IA et vous parler de son potentiel. Parce que il y a des évolutions liées à l'IA qui vont donner lieu à énormément de percées scientifiques, notamment dans la santé, dans l'éducation aussi, et toutes les difficultés, la sécurité alimentaire, notamment le changement climatique, la fourniture en énergie. Si on utilise l'IA, ça va nous aider à résoudre certaines de ces problématiques. Bien sûr, la plaisanterie sur l'IA et le changement climatique, c'est que si on utilise l'IA pour résoudre le changement climatique, si vous posez la question à l'IA, ils peuvent dire « tuer tous les êtres humains ». Alors, on ne veut pas que l'IA nous propose ce genre de solution. C'est certainement pas la voie à suivre, mais ChatGPT disait que ça allait se produire. Et les scientifiques qui ont créé ChatGPT ont dit cela. Et beaucoup ne comprennent pas ce qu'est l'IA. Maintenant, il faut savoir de quel type d'IA on parle. Moi, quand j'ai créé mon premier code pour avoir un système de tutorat sur BBC Micro en 1994,
Ah bon, il n'y avait même pas une preuve de concept à l'époque. C'est juste pour vous montrer l'idée, ce que l'intelligence artificielle pouvait devenir. On n'avait pas de données à l'époque, on n'avait pas de réseau. À l'époque, il s'agissait simplement d'experts en système, c'était des visionnaires, il y avait aussi des linguistes. Bon. Aujourd'hui, si vous dites, et moi je consulte les médias souvent quand ils parlent de l'IA, généralement ils parlent de IA générative. Notamment, ça a commencé à la Silicon Valley et puis aussi sur la côte sud de la Chine qui ont causé tant de perturbations, de disruptions, tant d'enthousiasme, mais en même temps une idée de catastrophisme parce que il y avait le moment du chat GPT en novembre 22 avec OpenAI où ils ont lancé ChatGPT. C'était une interface très facile à utiliser pour un système IA très complexe. Leur AI statistique était basée sur des analyses prédictives de grandes quantités de données. Et certainement, cette technologie va changer en profondeur notre monde. À l'époque, le communiqué disait c'est une technologie fascinante, ça va changer le monde, mais également, ça peut être la fin de la race humaine. Ils ont dit ces deux choses en même temps. Alors, comment est-ce que le public peut faire confiance là-dedans ou pas? Eh bien, il s'agit d'abord d'être à l'avance, d'être en matière de part de marché et de drive commercial. Et je ne sais pas en fait si ce sera un héros ou le méchant, parce que cette technologie n'était pas prête encore à être lancée. C'était prêt pour être expérimenté. On pouvait en parler, bien sûr, ça a attiré l'attention du public, mais alors, il y avait tellement de personnes qui me posaient des questions à la télé, à la radio, et on me disait « Mes enfants sont-ils en sécurité ?» Bon, ça, c'est une question. Mais est-ce qu'on sera en vie l'année prochaine? Est-ce que l'IA va nous tuer? Et en 2023, Simon disait, en 2025, on aura créé une intelligence générative, beaucoup plus d'intelligence que ça n'a jamais été fait jusqu'à présent. Mais en même temps, ça peut être la fin de la race humaine. Mais ce n'est pas réglementé. L'industrie de la technologie n'est pas réglementée. On ne tolère pas ça dans n'importe quel autre secteur d'activité, l'aviation, le transport, l'agroalimentaire, l'énergie, l'électricité. Imaginez qu'il n'y ait pas de réglementation de l'électricité ou tout ce qui est produit par pharmaceutique, tout ce qui est mondial, les infrastructures, le marché. Tout est réglementé. Les banques, elles sont réglementées pour savoir comment gérer notre argent. Tout ce qui peut être préjudiciable est réglementé. Et on aurait dû y penser il y a des années. Il faut réglementer les réseaux sociaux et on voit les Australiens qui expérimentent cela avec précaution. Et notamment quand on a utilisé le World Wide Web, à l'époque, dans les années 90, on n'y pensait pas. On ne pensait pas notamment aux préjudices potentiels causés par les réseaux sociaux. Et on se retrouve dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Pareil pour l'IA, on est dans un espace sans réglementation. Peut-être j'ai déjà parlé pendant 10 minutes. Est-ce que vous pouvez me dire si j'ai encore du temps? Parce qu'il ne faut pas trop que je m'attarde, certainement. L'industrie dit on va s'autoréguler. Et il y a notamment le leader du monde libre des États-Unis qui dit il n'y aura pas de réglementation de l'IA d'une quelconque manière aux États-Unis. Ce seront uniquement les forces du marché et on va gagner cette course avec la Chine. Mais la Chine, et ça c'est très intéressant, juste cette année a changé complètement de position et maintenant
parlent de tout ce qu'ils font. Ils veulent que tout soit ouvert, transparent, qu'il y ait une réglementation, qu'ils soutiennent les recommandations des Nations Unies en matière de politique mondiale pour entamer le dialogue, pour aborder la science d'un point de vue mondial et pour faire le meilleur usage possible pour atténuer les risques potentiels pour ne pas porter préjudice à l'humanité. Ça, c'est la Chine qui parle et pas les Nations Unies. Et vous avez l'Europe au milieu qui essaie de pousser vers une réglementation de l'IA très bureaucratique et qui essaie d'inciter les sociétés de haute technologie à être réglementées. Pourtant, il y a de la réticence parce qu'ils sont allés trop loin, trop vite. Et moi, je suis d'accord avec le fait que les droits de l'homme doivent être mis au cœur et au centre de tout. Mais il y a un monde très complexe et difficile qui est dehors. Et à part quelques exceptions, moi, je dirais qu'à part en Australie, en France, quelques startups en Royaume-Uni, en Europe, tout se joue aux États-Unis et en Chine. Et bien sûr, vous avez certaines personnes qui utilisent l'IA parce qu'il y a beaucoup d'IA source, open source. Et ça peut aussi faciliter le travail des délinquants et criminels qui peuvent l'utiliser pour nous attaquer, pour nous faire du mal, et aussi l'IA pour faire la guerre. Donc, comment peut-on attendre du public de faire confiance dans ce qu'on fait quand les sociétés elles-mêmes sont si schizophrènes dans la manière de vendre leurs produits? Je ne dirais pas Google. Google fait beaucoup plus attention à ce qu'ils disent maintenant. Mais OpenAI, c'est une technologie fascinante et il ne génère pas des bénéfices. On est à un moment de crash aujourd'hui. On voit que la valeur de Invidious et autres est en train de se réduire comme peau de chagrin. C'est une technologie fascinante. Il faut l'acheter, il faut l'utiliser, même si on va vous dire des choses qui ne sont pas vraies. C'est là où je voudrais finir mon propos. Je vais finir avec cet exemple. On a eu beaucoup de balbutiements, d'erreurs, d'évaluation de l'utilisation de l'IA, pas génératrice, mais la vieille technologie de traitement d'images, comme des scans, par exemple, et notamment pour la mammographie. Et on a pu voir que ces systèmes d'IA sont plus précis, plus efficaces que des êtres humains. On est dans un monde où tout le monde parle de l'IA qui va remplacer les emplois, mais on n'a pas vu quiconque dans le monde médical, on n'a pas vu de spécialistes de la radiographie être remplacés par l'IA. On est donc dans un monde où ce qui est produit, ce que les patients se voient raconter au niveau des êtres humains, et bien sûr, les experts le disent. Et puis, on a aussi de la sécurité dans cette industrie. Il y a un processus à suivre avant que la technologie de l'IA puisse réellement remplacer des êtres humains. Et puis, à côté de cela, on nous dit l'IA génératrice va nous enlever tous nos emplois. Et tout le monde a peur. Mais ça ne va pas être le cas. Ça ne sera pas le cas. C'est juste du marketing des sociétés. Donc, comment traduire tout ce qui se passe en ce moment en un monde où la confiance du public dans la science continuera? Je ne sais pas si j'ai fini le temps, si j'ai épuisé le temps. Est-ce que vous m'entendez? Tout va bien? Merci beaucoup, Wendy. C'était exactement 10 minutes, plus ou moins. Ah, c'était le cas? Bon, super. Merci beaucoup pour cette introduction éclairante, surtout sur l'IA, qui est l'une des dimensions les plus importantes que nous allons aborder lorsque nous apporterons un éclairage sur les bouleversements technologiques et notamment la confiance dans la science mise à l'épreuve à l'ère des controverses. Je vais appeler maintenant les participants à me rejoindre sur l'estrade. D'abord Agnès Buzyn, présidente d'Evidence,
et ancienne ministre des Solidarités et de la Santé en France. Merci beaucoup. Ensuite, on sera rejoint par Romain Huret, président et directeur de l'École des hautes études en sciences sociales, ici à Paris. Romain. Et enfin, Rebecca Veitch, responsable de l'intégrité de la recherche au sein de UK Research and Innovation au Royaume-Uni. Wendy va rester avec nous, j'imagine, en arrière-plan pour participer, pas pendant le premier tour de questions, mais certainement lors des conversations et pour répondre aux questions qui seront posées a posteriori. Pour organiser cette table ronde, nous avons formuler des questions d'ordre général pour les intervenants, pour leur demander quelle est leur perception, leur opinion sur la manière dont le changement affecte la confiance dans la science, pour rebondir d'ailleurs sur ce que Wendy nous a déjà dit. Donc, on va leur donner la parole un par un. On va commencer par Agnès, puis Romain, et ensuite Rebecca. Pour ce premier tour de table, je vais modérer quelque peu la conversation avant de donner la parole au reste des participants. Agnès, quand vous voulez. Merci beaucoup, Francesco. C'est un plaisir que de vous rencontrer tous pour cette table ronde parce que c'est une question ô combien importante. Ce qui est étrange pour moi, c'est quand on regarde les études, notamment il y en avait une qui a été publiée sur le comportement de l'être humain dans la nature, sur la confiance dans la science. Et lorsque on voit les résultats, 80% de la population fait confiance dans la science. Donc, c'est bon. Le problème, quand vous voulez approfondir la question et que vous posez d'autres questions, notamment concernant l'intégrité, il y a une confiance dans la méthode, dans la science, mais ils ont des doutes quant à l'intégrité des scientifiques. Notamment en France, 56% seulement de la population pense que les scientifiques sont honnêtes, qu'il y a notamment un conflit d'intérêts. Et donc, ils font confiance dans la science, mais après, faire confiance dans les résultats, c'est une autre paire de manches. Autre chose aussi qui est très effrayant, c'est ce que les gens mettent dans le terme science. Plus de 50% des jeunes en France pensent que l'astrologie, c'est de la science. Alors, ça devient difficile de comprendre ce en quoi les gens font confiance. Et là, je voudrais revenir sur la question de la santé. Moi, j'étais ministre de la Santé pendant le Covid et il a fallu que je fasse face à Didier Raoult, qui est en fait la vergogne en matière de santé. Vous vous rappelez du médicament qui, selon lui, devait traiter le Covid. C'était un scientifique très connu. Et alors, quand les gens font confiance dans la science, ils peuvent aussi faire confiance dans des scientifiques un petit peu difficiles, un petit peu suspects. Et donc, c'est là où la revue par les pairs est importante. Il faut une bonne méthodologie pour savoir comment aborder la vérité. Ça, c'est une question, une problématique qui est importante pour nous. On veut faire confiance dans la science, dans le progrès. Ils nourrissent l'espoir que le progrès pourra résoudre les problématiques de changement climatique, des problèmes médicaux. Ils veulent faire confiance. Néanmoins, ils ne savent pas où est la vérité. Ils ne savent pas faire le distinguo entre la vérité et les mauvaises et les fausses informations. Et il nous incombe à nous de leur donner des repères pour trouver leur voie et savoir où distinguer le bon grain de l'ivraie.
Et ça, c'est un problème. Et pour résoudre cela, dans nos pays, il faut insister sur l'éducation. On n'insiste pas assez sur la notion de méthodologie scientifique, de la prise de conscience. Comment parvenir à la vérité? Ça ne vient pas comme un Deus ex machina du ciel. Il faut prendre du temps pour trouver où est la vérité. Ils ne savent pas faire la différence entre un débat entre des experts et un débat sur les réseaux sociaux ou à la télé. Et donc, on a un rôle important à jouer. Il faut éduquer les jeunes pour les aider à comprendre comment la science fonctionne. Je vais m'arrêter ici. Merci. Merci beaucoup. Romain, vous avez la parole. J'espère que ça fonctionne. Bon. Merci pour cette présentation bienveillante. Je suis dans une position étrange parce que j'ai deux casquettes. Je suis président d'un institut français qui traite des sciences sociales, mais je suis historien des États-Unis. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous dire quelques mots sur ces deux casquettes. D'abord, je vais commencer par la casquette de l'historien des États-Unis. Ce que nous vivons aujourd'hui ici aux États-Unis, c'est pour l'historien que je suis, ça pourrait être perçu comme quelque chose d'habituel. C'est business as usual, c'est comme d'habitude. Je vais vous en dire davantage. En 1955, il y a Richard Charter qui a publié un ouvrage, La traduction de l'anti-intellectualisme aux États-Unis. Son argument est très intéressant pour le monde d'aujourd'hui. Il argue que au cours des 200 dernières années, le combat entre la science et d'autres institutions, le clergé, la famille, ont eu un combat ardu pendant des années. Et la science a été en mesure de prendre le dessus entre les deux. Néanmoins, il y a toujours des forces préjudiciables contre l'intellectualisme. Et on pensait que ces forces allaient disparaître à cause des universités et le triomphe des valeurs libérales aux États-Unis. D'une certaine manière, c'est un échec. Cette opinion est tout à fait erronée. Et je vais vous en parler davantage plus tard. D'abord, Hofstadter avait raison d'une certaine manière parce que ce qu'on a vu aux États-Unis, dans la plupart, et pareil dans la plupart des pays, c'est le triomphe de la science et de l'expertise. C'était en fait un âge d'or, si vous voulez, après la Deuxième Guerre mondiale. Et partout, la science se voyait accorder une place exceptionnelle dans la société. Les scientifiques étaient célèbres, ils étaient toujours à la télé, partout. Dans la plupart des institutions principales, on accordait beaucoup d'argent, de subventions pour financer des grands projets scientifiques. Et aux États-Unis, c'était un endroit très intéressant. Après la Deuxième Guerre mondiale, la Fondation nationale pour la science et d'autres institutions ont vu une augmentation importante d'étudiants les rejoindre sur les campus universitaires. C'était un âge d'or incroyable. Et pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut remonter en arrière, parler et revoir un petit peu ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale. Dans les années 60, dans les années 70, ce qui s'est passé, c'est que les historiens appelaient un processus de chaîne de réaction. Ce haut niveau de science et d'expertise ont donné lieu à une chaîne de réaction. Comme nous avions des experts, nous avions des grands scientifiques, dans la population, dans la société civile, il y avait
des contre-expertises. Et dans bien des endroits, au sein de beaucoup d'associations, vous avez des associations de terrain où les gens pensaient peut-être les scientifiques ont tort. Et il ne s'agit pas des personnes qui étaient à droite, mais c'était des personnes aussi à gauche sur des problématiques comme l'environnement, la politique nucléaire. Beaucoup d'organisations de terrain et d'associations qui ont commencé à remettre en cause les questions importantes. Est-ce que les scientifiques ont raison? Ça, c'était la première attaque et le premier moment de problématique, en fait, de remise en question importante. Et puis, il y a eu un mouvement de la droite. On est maintenant à cet âge du Trumpisme, très ancré à droite. Et je suis en mesure de dire que ce qui s'est passé dans les années 60, ce haut niveau d'attaque contre les scientifiques et contre les universités, qui était invisible d'une certaine manière dans les années 60 et 70, aujourd'hui est tout à fait visible. Et on le voit, les attaques de Trump contre les universités et notamment les universités de premier plan ont lancé un second mouvement d'attaque. Et de quoi s'agissait-il? C'était ce que Hofstadter pensait allait disparaître, à savoir des attaques de personnes qui pensaient que les familles, les grandes sociétés pouvaient parler de la science, pas les universités, pas les académiciens, pas les universitaires. Et ça, c'est la deuxième attaque. Donc, d'une certaine manière, nous voyons la victoire de ces deux attaques contre la scientifique. Et comme Agnès l'a dit, nous sommes à un plus haut niveau de crise parce que ces attaques ont maintenant le haut du pavé. Maintenant, là où le bas blesse, c'est cette transition importante entre la sphère publique de l'ère post-Deuxième Guerre mondiale, où il y avait en fait une tradition des Lumières. Aujourd'hui, tout ça est révolu. On n'est plus dans la même sphère publique. Et on a pu constater une transformation importante entre la sphère publique, ça a été créé par les réseaux sociaux, tout cela. On vit dans une ère différente. Et cela a eu des conséquences importantes pour la science. On voit maintenant un transfert de lieux de production de connaissances. Aujourd'hui, les universités ne sont pas le seul lieu de génération de connaissances. On a des étudiants, des scientifiques qui publient des ouvrages et qui nous parlent de science. Vous pouvez aller sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Et là, vous voyez plein de gens qui ne suivent pas le parcours universitaire traditionnel, qui n'ont pas la formation traditionnelle et qui parlent de santé, de politique publique, d'environnement, de changement climatique. Et ils sont plus populaires que moi, et peut-être que vous d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui les suivent et qui croient exactement ce qui est dit sur les réseaux sociaux. Donc c'est là la dernière raison pour laquelle nous avons ces attaques fortes contre la science et que la confiance du public dans la science est complètement érodée. Pour être optimiste, alors pour être honnête, je ne suis pas très optimiste sur la possibilité que pourraient avoir les universités de garder la même position, la même hégémonie qu'au XXIe siècle. On est vraiment attaqué et l'attaque est puissante. Donc que pouvons-nous faire? En 1 minute, je vais vous répondre. D'abord, on a besoin de plus de participation des citoyens dans la production de la science. Ça, pour résumer, c'est la proposition de la gauche. Il faut collaborer, coopérer avec les citoyens sur l'environnement, la politique nucléaire, la santé. Il y a un appel, une injonction à la participation des citoyens dans la production de la science. Demandez aux citoyens qu'ils fassent partie intégrante de ce processus de construction de connaissances. Ensuite, et je suis d'accord avec ce que Agnès vient de dire, à savoir, il faut trouver des moyens
d'éduquer davantage au sujet des règles de la science. Je ne pense pas que Didier Raoult était un problème. Il a le droit, d'une certaine manière, de proposer quelque chose. Pourquoi pas? Ça fait partie du processus scientifique. Le problème, c'est que la plupart des gens ne comprenaient pas ce dont il s'agissait. Sa proposition devait être confirmée par d'autres scientifiques. Ça, c'est la règle de la science. C'est la règle de la controverse. Les propositions radicales, les controverses font partie intégrante du processus scientifique, mais nous avons des règles à suivre. Savoir si oui ou non il faut faire confiance et corroborer les propositions et les thèses d'un scientifique. Certains pensent encore que Didier Raoult a raison, et c'est là ce qui devrait nous effrayer. Un autre élément, c'est comment coopérer avec d'autres lieux de production de connaissances, les réseaux sociaux, les grandes sociétés, les sociétés de grande technologie. C'est central, c'est crucial. Il faut que les universités coopèrent avec eux autrement. Nous allons être dans une situation ô combien difficile, où la production de la connaissance qui est créée ailleurs que dans les universités ne trouve pas écho. Et c'est là le défi que nous rencontrons. Et donc on ne peut pas être optimiste, et moi je ne serais pas optimiste pour être honnête, comme le président l'a dit auparavant. Moi je ne suis pas très optimiste. Merci tout d'abord, je voulais vous remercier d'être ici et de participer. J'avais vraiment hâte de participer à cette conférence à telle enseigne que hier, j'étais la première personne à m'inscrire. Et c'est mon anniversaire cette semaine, donc je passe une semaine formidable. Jusqu'ici, ça a été fascinant. Alors, j'ai un point de vue légèrement différent en ce que je m'intéresse surtout à la confiance dans le système de recherche. Donc la confiance qui passe des bailleurs aux chercheurs, aux institutions de financement, jusqu'à la population qui a bénéficié des différents résultats. Et donc je regarde des choses comme par exemple l'IA générative et les autres outils d'intelligence artificielle. Et je pense qu'on a déjà beaucoup parlé de l'IA générative. Et pour moi, ça revient à la question de nos principes et de nos valeurs qui doivent guider ces systèmes. Et nous avons un cadre très clair au Royaume-Uni qui définit ces valeurs et ces principes. Mais je pense que la plupart des pays ont ce type de cadre. Par exemple, il y a le code de pratique. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été débattues. Ce matin, on a parlé de l'honnêteté, de la transparence, donc pour tout ce qui est des valeurs. Et il y a d'autres choses que j'ai entendues, la bienveillance, le respect, donc la bienveillance par rapport aux personnes qui travaillent dans le système de recherche, les participants de la recherche et les bénéficiaires de ces travaux de recherche. Et le même genre de choses ressort dans nombre des enquêtes auprès du public, sur l'attitude du public, les choses qui pour ces personnes sont les plus importantes, ce que l'on doit voir dans la science. Donc il y a beaucoup de cohérence au niveau des différentes attentes. Maintenant, la cadence du changement avec l'IA, néanmoins, pose des questions sur la méthodologie et la rigueur auxquelles il faut répondre dans les communautés des différentes disciplines. Qu'est-ce qui fonctionne? De quoi s'agit-il? Mais tout ça est en train d'arriver, ça avance. Et pour moi, une des questions importantes qu'il faut se poser est de savoir comment ces domaines disciplinaires évaluent le risque. Comment réfléchissent-ils à ces nouveautés pour qu'on puisse mener ce débat? C'est pour ça que la confiance est aussi importante. La confiance nécessite un petit peu de vulnérabilité. Il faut être prêt à dire on n'a pas toutes les réponses. Je pense que c'est ce que nous disons toutes et tous ici. C'est pour ça que nous essayons d'avoir ce débat. Donc, pour moi, en tant que personne travaillant sur l'intégrité de la recherche et dans un organisme de financement, c'est de réfléchir, donc pour moi, de réfléchir à tous les principes, toutes les orientations que nous avons et comment ça s'applique dans ces situations nouvelles. Ensuite, quelle est la cohérence entre différents principes entre nous, entre notre organisme de financement et les autres organismes de financement? Comment est-ce que cela est cohérent avec les différentes orientations que les institutions ont développées par rapport à l'IA? Et ensuite, comment est-ce que cela se traduit au final par rapport aux attentes de
communautés qui publient. Parce que ce n'est pas juste si l'on donne différentes orientations et différents principes à différents points, à différentes étapes de la chaîne. Et c'est un domaine sur lequel, à mon sens, nous pouvons continuer de travailler. Et ce qui est très intéressant, ce que vous avez dit dans l'histoire des États-Unis, d'ailleurs, le dernier point que je voulais dire, c'est que je suis moyen américaine, j'ai vécu quelques années à Paris, j'adore la France, j'adore Paris. Et je vis au Royaume-Uni depuis quelques années maintenant. La recherche se fait dans un environnement national, mais une énorme partie se fait dans un environnement international. Et les résultats vont bien au-delà des frontières nationales. Donc, dans notre réflexion, nous parlons de ce réseau lors de la dernière session. Eh bien, il faut essayer de réfléchir à ce que nous construisons au niveau national, mais également comment est-ce que nous partageons cela, et ensuite comment nous pouvons faire en sorte qu'il y ait une cohérence entre les différentes politiques et entre les différentes attentes, pour que la communauté internationale travaille de la même manière. Merci. Merci beaucoup. Merci à nos intervenantes et intervenants pour ces commentaires très éclairants. Alors, en gros, il semble y avoir un consensus. Je dirais que nos 4 intervenants ont mis en exergue l'importance de la participation de la société dans son ensemble au processus de production de la science. Et puis, il y a également un consensus quant à la nécessité d'éduquer, de faire œuvre de pédagogie auprès du public quant à ce que ça signifie de produire de la science, pourquoi la science est-elle produite, que sont les méthodes scientifiques. En 2 mots, revenir aux points qui ont été évoqués tout à l'heure sur le fait qu'on ne transmet peut-être pas assez sur les processus de production de connaissances, de savoir, et peut-être qu'on parle trop des outils, des méthodes qui sont réfutés par la suite. Ensuite, il y a le processus du lien avec les connaissances qui peuvent être vues comme légitimes et comment est-ce que la science devrait œuvrer davantage avec ces différentes formes. Alors, j'aimerais revenir vers vous avec une autre question, en 2 mots. Une question de nouveau pessimiste, en ce sens que nous vivons dans un monde que l'on pourrait définir comme étant celui de l'économie de l'attention. En 2 mots, nous essayons d'attirer, de maintenir l'attention du public de manière générale. Et la manière dont on façonne l'opinion du public aujourd'hui est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus rapide que ça n'a été jamais le cas par le passé. Romain a très clairement mis en exergue le fait qu'après les années 1940 et jusque dans les années 1970, la science avait une position de domination, un discours légitime sur ce qui était vrai et ce qui ne l'était pas. C'était bien entendu une position très confortable, c'était certainement une très belle époque pour être scientifique. Aujourd'hui, l'environnement est totalement différent. La science n'est qu'une source, un seul discours. Et je voudrais revenir sur ce concept de discours, de récit, par rapport à l'importance de ce qui est vrai et de ce qui n'est pas vrai. Mais ce n'est plus aussi important aujourd'hui. Aujourd'hui, la question est de savoir quel est le discours qui domine, quel est le discours qui est le plus présent dans la sphère de l'opinion publique. Et c'est pour ça que je vais revenir, c'est donc là que je vais revenir avec mon point le plus négatif. Dans ce contexte où des discours sont produits partout, de plus en plus de groupes dans la population ne peuvent plus distinguer ce que sont les sources véritables de ces discours, quelle en est la légitimité et qui est derrière ces discours. Est-ce que c'est une opinion? Est-ce que c'est un intérêt? De quel type d'intérêt s'agit-il? Est-ce que c'est un intérêt économique, politique? Est-ce que c'est un intérêt géostratégique? Est-ce que c'est un intérêt qui vise simplement à gagner de l'argent, à obtenir des likes et des vues sur une plateforme ou une autre? Donc dans ce contexte qui, à mon sens, a révolutionné toute cette sphère, et au vu que l'IA peut produire des discours qui sont personnalisés, customisés en fonction des différents objectifs et des finalités, donc ma question est comment faire en sorte que le public puisse faire la différence entre ce qui est du savoir, le résultat de la méthode scientifique, et un discours qui est la résultante d'une pluralité de différents intérêts. Alors, Wendy est un petit peu loin, elle est avec nous en ligne, donc je vais lui donner la parole en première. La question était très longue. Je ne suis pas certaine d'en saisir l'essence, mais je vais essayer de revenir sur certaines choses que vous avez évoquées. Je pense que le public doit être assez perdu.
parce que nos dirigeants le sont. J'en viens à l'IA, le sujet que je connais le mieux. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé, est-ce que c'est Romain l'historien? C'est Romain? J'ai beaucoup aimé la manière dont vous avez formulé la problématique. J'aime regarder en arrière pour regarder vers l'avenir. Et je suis malheureuse de dire que je partage votre pessimisme sur l'état des universités, leur situation à l'avenir. Parce qu'elles sont onéreuses, elles coûtent cher et les gouvernements actuellement n'ont pas d'argent. Et ils feront tout pour couper dans les fonds qu'ils allouent à la science, qui est cher. Bon, j'imagine que c'est quelque chose d'assez universel. On l'a vraiment vu très fortement aux États-Unis, c'est en train de se passer dans mon pays, j'imagine qu'il en est même partout en Europe. Et là, une partie du discours est que les recherches importantes se font dans les entreprises. En tout cas, c'est le discours de Trump pour ce qui est de l'IA. Ce n'est pas dans les universités. Toute la recherche fait maintenant dans les laboratoires des grands groupes qui s'autofinancent pour faire ces recherches, puisque il faut qu'ils gagnent de l'argent, ils vont vers les marchés financiers. Il n'y a plutôt d'argent qui est investi dans les universités. Et de fait, la recherche fondamentale, par exemple tout ce qui a trait à l'intelligence artificielle générative, est sorti des universités il y a peut-être 30, 40 ans, au moins 30 ans. C'est lorsque Geoffrey Hinton travaillait à l'époque, vous savez, il était parti du Royaume-Uni pour aller aux États-Unis, ensuite au Canada, pour trouver les fonds pour ses travaux de recherche, puisque tout le monde lui disait que c'était de la folie et que ça ne mènerait à rien. Et regardez où nous en sommes aujourd'hui. C'est énorme. Pas d'autres exemples. Alors, bien sûr qu'il y a des percées dans l'industrie, mais les moteurs, les ressorts sont bien différents. La question est beaucoup plus de savoir quel sera le retour sur investissement à très court terme afin de satisfaire nos actionnaires. Alors que les universités sont beaucoup plus dans la recherche fondamentale, théorique, de donner la possibilité aux gens d'explorer des choses dont on estime qu'elles sont folles à l'époque, des choses dont on pense qu'elles ne mèneront nulle part. Et combien d'exemples avons-nous de grandes percées scientifiques qui ont été faites par accident, parce que quelqu'un a exploré autre chose? Donc je pense que le public doit être un petit peu perdu, parce que du fait du discours de nos dirigeants. Rien qu'aujourd'hui au Royaume-Uni, on a annoncé un grand accord entre Google DeepMind et notre gouvernement sur l'intelligence artificielle pour le financement d'un laboratoire au sein de l'État, de fait. Donc sur l'utilisation de l'IA dans le secteur public, ainsi que d'autres domaines, pour soutenir les travailleurs. Ce sont des messages extrêmement contradictoires. Ces entreprises produisent des choses dans lesquelles on ne peut pas avoir confiance, mais on nous dit que c'est là qu'il faudrait que l'argent soit investi, puisque c'est là que la recherche va se faire. Je ne sais pas si ça répond à votre question. En tout cas, j'essaie de reprendre ce que avait dit Romain. Autre chose concernant donc l'intégrité de la recherche. Les universités doivent rendre des comptes, mais l'industrie ne le fait pas de la même manière. Merci Wendy d'avoir développé à nouveau la question des contraintes budgétaires qui, bien entendu, est tout à fait propre au monde occidental, puisque dans le même temps, on voit comment la Chine est en pleine expansion. Elle renforce ses investissements dans la science selon de très bons critères. Oui, j'aurais dû parler de ça, vous avez raison, Francisco, parce que la science sera le socle de la croissance économique à venir de la Chine. Donc, ça éclaire une dimension très intéressante ici. Chers collègues, Madame Buzyn, merci beaucoup, Francisco. Alors, je voudrais revenir à votre première question. Longue question, s'il en est, comme vous l'avez dit. Alors, tout d'abord, je pense qu'on peut mettre en garde les citoyennes et les citoyens lorsque l'information vient des réseaux sociaux. Généralement, l'objectif, c'est de récolter davantage et de voir de plus en plus de followers. Donc, l'objectif, c'est de créer de l'information avec laquelle les gens vont interagir. Généralement, ça passe par l'émotion, et souvent par des émotions négatives. Donc, lorsque vous recevez une information qui vous rend triste,
qui vous met en colère, qui vous fait peur, eh bien, généralement, il faudra avoir une petite alarme qui se déclenche à l'intérieur dans notre tête qui nous dit « Oh, c'est certainement pas vrai, il faut que je vérifie ». Parce que lorsqu'on nous donne des informations scientifiques, la plupart du temps, c'est totalement neutre. Et c'est ça la principale différence. Moi, je pense que c'est une manière d'investir, de mettre en garde les citoyennes et les citoyens. Première chose. Deuxième chose, et ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure, 78% de la population française, dans de très bonnes enquêtes, dit qu'elle ne sait pas faire la distinction entre les informations vraies et fausses. Et cela les inquiète, ça inquiète les Français. Mais les gens reçoivent tellement d'informations, ils sont submergés d'informations chaque jour que, eh bien, ils n'ont pas le temps de vérifier si c'est vrai ou faux. Donc, comment lutter contre les fausses informations et les fausses informations scientifiques? Eh bien, là, je crois que les institutions peuvent jouer un nouveau rôle. Par exemple, lorsque on voit sur les réseaux sociaux des informations, bon, encore sur la santé, mais par exemple sur le fait que le vaccin contre la Covid donne le cancer, ce qui est une infox évidente, mais bon, c'est le genre d'information qui est déployée. Et je pense que les institutions devraient riposter. Elles peuvent et elles devraient le faire, mais elles ne le font pas. Parce que les institutions, les universités, généralement, sont neutres. Elles ne font que publier des informations. Elles n'ont pas l'impression d'avoir à se battre contre les fausses informations. Elles ne pensent pas que c'est leur rôle. Mais je pense que l'heure est vraiment venue de le faire. L'époque a changé. Je pense que les gens ne veulent pas prêter foi aux fausses informations, mais ils sont submergés d'informations, ils n'ont pas le temps de vérifier. Et nous, en tout cas la science sociale, qualifie ceci de paresse cognitive. Ça signifie que les gens ont tellement de choses à gérer qu'ils ne peuvent pas vérifier chaque information qu'ils reçoivent. Donc, si vous voulez sensibiliser les gens à la question de la vérité, eh bien, il faut leur donner un maximum de bonnes informations, autant que les fausses informations qui leur sont communiquées. C'est une nouvelle mission pour nous en tant qu'institution scientifique, et je pense qu'avec l'IA, eh bien, je pense qu'avec l'IA, donc au vu de cela, il faut publier de plus en plus et riposter à chaque fois contre ce qui est faux. Et je pense que c'est une question pour de nombreuses universités, de nombreuses institutions scientifiques. Merci. Merci beaucoup. Alors, vous nous demandez d'être beaucoup plus volontariste et vraiment de presser les feux, de présenter, de pousser nos connaissances scientifiques sur le devant de la scène. Et ça peut être, et donc qu'il faut combattre ces discours qui sont un petit peu aléatoires. Merci Agnès. Romain. Oui, une réponse très rapide. Je suis totalement d'accord avec ce qui vient juste d'être dit. Peut-être puis-je insister sur la question du temps et du discours qui, à mon sens, sont essentiels pour aujourd'hui. Le principal problème, alors je suis d'accord avec la question de l'argent, mais la question du temps est également très épineuse. On a besoin de temps. Ça, c'est un des éléments clés de la science, le temps de débattre les uns avec les autres, entre nous, le temps de faire des propositions intéressantes et solides. Mais c'est difficile en cette période folle que nous vivons, cette période de médias où on cherche toujours à avoir de plus en plus d'informations pour nourrir cette bête, cette créature que sont les réseaux sociaux. Donc c'est très difficile. Et je pense qu'il faudrait vraiment prendre cela en compte très fortement, parce que nous voyons beaucoup de données fausses, de nombreux problèmes par rapport aux travaux des spécialistes. Et je pense qu'il faut lutter contre cela. Ça fait partie de la pédagogie dont on parlait. Il faut instruire, il faut éduquer. Mais le problème surtout, c'est que pour produire de la bonne science, il faut beaucoup de temps.
Il ne faut pas essayer de faire face à cela ou de... genre, on ne peut pas ergoter sur la question, on a besoin de temps. Deuxième point, le discours. Je pense qu'on a perdu la partie par rapport au discours. Au mi-temps du XXe siècle, la science avait un discours formidable. Le discours est source de progrès pour la population et l'impact était formidable. Moi, j'ai étudié aux États-Unis, mais si vous regardez les données sanitaires aux États-Unis, c'est incroyable. La révolution de la santé a été incroyable au XXe siècle pour toute la population. La classe ouvrière, l'élite, il y a eu une transformation épatante sur ce plan. Transformation incroyable de l'espérance de vie. La science s'est traduite vraiment par des progrès extraordinaires pour tout le monde, ce qui s'est traduit par un meilleur avenir pour vos enfants, pour vos petits-enfants, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui ne pensent pas que l'avenir sera plus radieux, que l'avenir sera meilleur. Et ces personnes ne pensent pas que les scientifiques peuvent bâtir un monde meilleur. Donc ça, c'est un élément clé si on veut essayer de reprendre ou bâtir le discours de la science pour demain. Merci beaucoup, Romain. Ça soulève une question très intéressante pour une autre table ronde, à savoir la perception de croissance d'instabilité, de vulnérabilité et d'incertitude par rapport à l'avenir et en quoi cela impacte précisément la sensibilité la réceptivité, la sensibilité du public à toutes les productions scientifiques. Rebecca, oui, je serai très rapide, mais ce que nous avons vu sur les réseaux sociaux, c'est que parfois, il y a des choses qui se déroulent sur les réseaux sociaux, des choses qui ne devraient pas se faire là-bas. Les réseaux sociaux ne sont pas le bon endroit pour que cela ce ne sont pas le bon endroit où ça devrait se passer. Par exemple, les débats, les contradictions. Et je pense que c'est assez effrayant de voir cela parce que les réseaux sociaux paraissent tellement séparés de réalité, du dialogue entre les personnes. Mais bon, là, je le redis, moi, je suis quelqu'un qui n'est pas sur les réseaux sociaux. Et je reviens donc sur la question de nos attentes. Alors, les éléments que nous avons semblent nous montrer que la confiance dans les chercheurs, notamment les chercheurs universitaires, est très élevée. Je pense que c'est quelque chose sur laquelle on va capitaliser. Je ne serai pas pessimiste, désolé, pas aussi pessimiste, mais il y a tellement de choses sur lesquelles on peut capitaliser, mais je pense qu'il faut cette cohérence. Il faut qu'on se concentre sur cette question d'ouverture et de transparence. Il faut pouvoir permettre cette accessibilité. Je pense, je l'espère, que cela va nous aider à l'avenir. Parce que si on veut que les gens essaient de trouver le moyen si les gens veulent savoir ce qu'est une bonne information, il faut essayer de leur en donner les moyens. Ce qui est déjà difficile pour chaque chercheur, ce qui est difficile et chronophage. Mais on peut avoir des messages plus forts qui sortent des différents groupes, qui peuvent dire voilà à qui vous pouvez faire confiance pour telle ou telle raison. Merci Rebecca, vous soulevez un autre point essentiel, à savoir, faudrait-il demander aux institutions, mais pas seulement, également aux scientifiques individuels de participer à cette lutte. Et c'est peut-être demander trop nombre d'entre eux, peut-être la plupart d'entre eux ne sont pas intéressés, ils n'ont pas forcément les connaissances, ils ont déjà beaucoup de choses à gérer avec la levée de fonds, leurs travaux de recherche. Donc ce n'est peut-être pas normal, ou peut-être que ce n'est pas normal de leur demander ça, mais peut-être peut-on renforcer la communauté des scientifiques qui a conscience de cette question et qui peut dévouer un petit peu ou consacrer un petit peu de son énergie en ce sens, ça pourrait être une solution. Alors je pense que l'heure est venue d'écouter les questions de nos participants. Alors, je ne vois rien pour l'instant, mais je crois que nous avons des hôtesses avec des micros qui pourront les remettre aux personnes qui vont lever la main. Bonjour, Baptiste Molda, je suis professeur de langue et de communication à l'Université d'Amsterdam, la Vrije Universiteit d'Amsterdam, devrais-je dire. J'ai une question par rapport à la problématique suivante. La mésinformation et la désinformation, mais également sur le fait qu'on se concentre peut-être trop sur l'amélioration de l'information.
Donc sur l'idée que lorsqu'on a plus d'informations, une meilleure information qui est transmise au public, si l'on dit que les réseaux sociaux on ne peut pas leur faire confiance, que la confiance dans la science s'améliorera. Moi, je pense que c'est se fourvoyer. Je pense qu'il faudrait se concentrer bien davantage sur la question suivante. Quand est-ce que l'information est traitée comme telle par les gens? Et donc, ça nous ramène aux valeurs des personnes, des choses qu'elles n'expriment pas forcément, mais qu'elles traitent au quotidien comme étant importantes pour elles. Par exemple, qu'est-ce que ça signifie pour moi être un bon parent? C'est une question essentielle, notamment par rapport à la communication. Souvent, les parents disent qu'il ne faut pas faire une confiance aveugle au gouvernement ou à la science, et ils disent que ça fait partie de leur identité comme bons parents. Si on est un bon père, une bonne mère, eh bien, ça signifie qu'on n'a pas confiance aveuglément au gouvernement. Alors, ce n'est pas tant une question de ne pas comprendre l'information ou bien de ne pas faire confiance dans la science ou de faire confiance, mais c'est plutôt, la question est de savoir si on peut toucher ou atteindre, comprendre les valeurs des personnes. C'est pour ça que je pense que les discours sont très importants. Moi, j'ai étudié les groupes anti-vaccination et ils sont très forts pour produire de très bons discours parce que au cœur de ce discours, il y a des valeurs essentielles. Par exemple, qu'est-ce que ça signifie pour vous être un bon parent? Et j'ai de plus en plus l'impression que lorsque l'on veut gagner la confiance et créer de la confiance en la science, eh bien, il faut aller au-delà de la science et accepter que pour certaines personnes, que pour ces personnes acceptent des informations comme étant une information précieuse, eh bien, il faut se concentrer sur leurs valeurs. Et il y a beaucoup de groupes anti-scientifiques qui sont bien meilleurs, enfin plutôt des groupes anti-scientifiques ou des groupes critiques qui sont bien meilleurs à ça que nous. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que vous pourriez nous faire part de vos réflexions? Merci. Est-ce que quelqu'un souhaite répondre à cette question? Merci. C'est très intéressant et en tant que parent, il y a un moment où on réfléchit un peu avant d'agir et on se dit est-ce que je fais ça bien? Est-ce que j'agis comme il se doit? Notamment, quand j'ai vacciné mes enfants, je me suis posé la question. Bon, juste pour vous dire, ils ont été vaccinés quand même. Hein. Mais là où je veux en venir, c'est là. Dans le travail que je fais, il s'agit du système et des processus que nous avons en place. Certaines des inquiétudes et des craintes que nous nourrissons viennent des choses que nous avons pu perçues ou les choses se sont mal passées. Il faut qu'il y ait les bons processus et les bonnes politiques pour savoir quand gérer les incidents, les problèmes. Quand on constate, quand on entend parler d'allégations de mauvaise conduite scientifique, il faut comprendre d'où ça vient, comment ça a été traité, à quelle rapidité, à quelle fréquence. Parce que c'est lorsque le bas blesse et que ça prend du temps pour régler ces problèmes et qu'on voit que ça vient de falsification, comme on en a entendu parler, notamment dans certaines anecdotes de ce matin, c'est là où on peut insuffler ce sentiment-là. Il faut donc s'assurer que les processus scientifiques soient robustes. C'est ça que je voulais dire. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait prendre la parole? Rapidement, brièvement. Le problème, c'est que les scientifiques doivent coopérer pour trouver des moyens d'expliquer ce qui se passe avec des messages simples. Parce que ce n'est pas facile parce qu'on n'a pas l'habitude de le faire, notamment en France. J'essaie, notamment avec d'autres directeurs et présidents d'universités, en sciences sociales, mais aussi en sciences scientifiques, notamment avec ce qui se passe avec Trump en Argentine. Ce qu'on essaye de faire, c'est de trouver un moyen de susciter l'intérêt du public, du grand public dans ce qui se passe, dans l'actualité. Et moi, je pense que ce qu'on dit là, ce serait la meilleure manière d'expliquer ce qui se passe
d'une manière percutante pour le public. C'est la décision de Trump d'arrêter de financer des organismes de financement de recherche, notamment sur les femmes et la santé, et sur les femmes et la médecine. Ce n'est pas seulement une question de sciences sociales qui se plaignent de la problématique du genre. Aujourd'hui, c'est très difficile aux États-Unis de faire de la recherche ou d'obtenir des financements sur les questions de la médecine et du genre. Il faut enlever le mot genre de la recherche s'il travaille sur les médicaments et la femme, par exemple. Ça, c'est un moyen utile pour expliquer, notamment, je ne sais pas si vous avez entendu le directeur de l'Institut Pasteur et des directeurs aussi d'institutions qui ont pignon sur rue. C'est un argument qui est important. Quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, on a vu la décision de l'INSF, qui est très technique. L'histoire de 200 mots, si vous utilisez l'un de ces mots-là, vous n'aurez pas d'argent. C'est technique, en fait. Et la Fondation nationale de la science aussi, c'est technique. Tout le processus est technique. Mais ici, un scientifique dit que la décision de Trump va tuer les vies des femmes. Et c'est vrai. On aura moins de recherches sur les médicaments, sur le genre aux États-Unis, et beaucoup moins que dans le passé à cause de cette décision de Trump. Donc je suis d'accord avec vous. On doit trouver des messages qui vont au-delà de la science, qui transcendent la science. Personne ne se préoccupe en France de la décision de l'INSF, je pense, ou de ce qui va se passer après ça. Mais si vous prenez à bras-le-corps la question des femmes et des traitements thérapeutiques, parce que vous avez tous une mère, une épouse, une fille, c'est quelque chose de concret. Ce n'est pas simplement une décision théorique prise par une institution de premier plan. Et en fait, ça concerne plein de femmes. Et c'est ça qui est effrayant. Merci beaucoup. Je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit rapidement. C'est la raison pour laquelle les sciences sociales sont si importantes lorsqu'on parle de sciences. Quand on parle de sciences, on a besoin de sciences sociales. Donc, merci d'avoir invité une institution comme la vôtre. Je pense que c'est très important. Quand on parle de science, on parle de population, de culture, de bien des choses. Et les sciences sociales traitent de ces questions. Merci beaucoup. Nous avons 2 questions du public et une au fond. On va les recueillir dans leur ensemble. Et ensuite, les intervenants pourront répondre. Shortson Carey, je viens d'un fonds de recherche. Je me suis arrêté sur cette question en fait, du discours que l'on tient. Est-ce qu'on ne devrait pas essayer de contrôler le discours et de mobiliser une armée d'experts de communication pour essayer de contrôler le discours à tenir en la matière et s'assurer que le public obtienne vraiment des informations véridiques et non pas de la mésinformation? Quelqu'un d'autre? Ben Goin de l'OCDE. Vous parlez de la crise de la confiance dans la science, mais les entreprises scientifiques de plus en plus perdent des partenaires. Il y a trop d'ingérence, il y a l'IA, il y a plein de choses. Donc, pensez-vous que ce nouveau discours, il y a aussi cette perte de confiance dans les partenaires scientifiques va entraîner moins de confiance dans la science ou plus, parce que maintenant les agences de financement, les gouvernements imposent davantage d'évaluation de risque, de mesures d'atténuation pour s'assurer que la collaboration scientifique en place soit vraiment au diapason. Merci. Il y a d'autres questions dans le fond?
Bonjour, mon nom est Catherine Sarako, je représente UDIS, qui représente les intérêts de 13 universités en France. Ma question est adressée à Romain Huret. Merci d'avoir soulevé cette question des sciences sociales. J'ai trouvé que c'était très intéressant. Je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit à la fin de votre présentation concernant le rôle des universités pour l'avenir. Vous n'étiez pas très optimiste. Et vous avez dit qu'il serait important de s'assurer que les universités travaillent de façon plus étroite avec les grandes sociétés technologiques. Est-ce que vous pourriez approfondir, élaborer un petit peu? Alors, nous allons répondre aux questions qui ont été posées maintenant. Puis-je prendre la parole? Bien sûr, oui, Wendy. Rapidement, moi, ce qui m'a frappé, c'est la question sur le contrôle du discours. Vous parliez pas peut-être de contrôle, mais plutôt de gestion. Pour moi, c'est un petit peu difficile parce qu'on parle du gouvernement, de leur rôle. Ça a toujours été le cas, mais pour le moment, je pense au changement climatique et ce qui se passe notamment avec les COP qui s'enchaînent. Ce que disent les scientifiques, parmi ce que disent les scientifiques, il y a aussi des scientifiques, mais aussi des décideurs politiques, et il y a aussi des gouvernements, notamment le dirigeant du Monde Libre, qui dit, bon, il n'y a pas de preuves. Hein. Et même si certains décideurs politiques suivent, c'est arrivé avec le Covid, on a perdu confiance pendant la pandémie. Mais si on retourne à la question du changement climatique, notamment au Royaume-Uni, on a une politique net zéro, mais ça nous coûte de l'argent. Il faut payer le prix, parce qu'on en a tiré avantage, forcément, notamment pour le pétrole, le gaz. Il faut rétablir l'équilibre. Mais quand on voit, notamment pour les gens, que le coût de la vie augmente, il y a une réticence, une résistance énorme par rapport à cette politique liée à une absence totale d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, quand Trump dit « on ne sait pas s'ils ont raison », moi je dis que c'est que de l'escroquerie, les gens vont le croire. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'ils veulent en fait, ils veulent y croire. Parce que ça leur convient bien. Parce que si ils ne sont pas prêts à payer pour cette politique qui tend à réduire les gaz à effet de serre. Et ça, c'est le problème avec la politique. Moi, je trouve ça difficile de traverser cette difficulté, de surmonter cette difficulté-là, personnellement. Oui? Alors, rapidement sur votre question. Oui, bien sûr, il faut travailler avec les grandes sociétés technologiques, comme les universités travaillent avec les grandes sociétés de capitaux au XXe siècle, comme les États-Unis l'ont fait notamment. J'ai parlé de cette voie qu'ils ont suivie. Et notamment, on a pu voir comment la collaboration entre les universités et le gouvernement fédéral, l'âge d'or de cette coopération après la Deuxième Guerre mondiale a été fantastique. C'était avant tout une collaboration entre ces trois acteurs, le gouvernement, les universités et les entreprises. Mais là, les scientifiques ont pris une décision, ils étaient à l'avant, au front, en fait. Notamment, on l'a vu dans les différentes instances. Ça a été présenté comme tel. Les déclarations ont été faites par les scientifiques. Je ne sais pas ce que vous pensez du projet que je viens de citer, mais après la Deuxième Guerre mondiale, c'était un moment où il fallait faire ce genre de projet. Il y a eu beaucoup de projets Manhattan après la Deuxième Guerre mondiale sur le cancer, sur les questions de santé en général, sur les problèmes de goulets d'étranglement de trafic. Il y a toujours eu de la science, des projets scientifiques. Et c'était toujours le fruit d'une collaboration entre le gouvernement fédéral, la NSF, les universités, les départements de recherche et les grandes sociétés.
Je ne vois pas comment aujourd'hui on peut faire sans. On ne peut pas travailler sans collaborer avec le gouvernement fédéral et les grandes sociétés. Mais ce qu'on a perdu aujourd'hui, le combat qu'on a perdu, c'est la publicité et la prise de décision. On n'est pas les premiers. Si vous regardez la recherche dans l'espace, si vous voyez le gouvernement fédéral et les universités, ils sont largement négligés. Et en fait, qui a pris les rênes? C'est le secteur privé maintenant. Je voudrais dire que le débat d'aujourd'hui n'est pas nouveau. Il y a quelques siècles, c'était déjà un débat. Je voudrais citer Marcel Proust, un écrivain très connu du XXe siècle. Marcel Proust disait « Les faits ne pénètrent pas le monde là où les croyances règnent ». Moi, j'adore cette phrase. Ce qui a changé, c'est la méthode, les réseaux sociaux. On doit gérer quelque chose de nouveau. Il y a l'IA aussi. Et puis, les faits et les croyances, c'est ce qui a été dit par Marcel Proust, c'est toujours d'actualité aujourd'hui. Il faut trouver donc de nouvelles méthodes, de nouveaux moyens de pouvoir tester les faits qui sont avancés pour vérifier leur véracité. L'interprète s'excuse, mais le micro ne fonctionne pas. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui. Donc, sans surprise, je pense que les bailleurs de fonds de recherche doivent être disponibles. J'entends souvent parler de recherche, qui est intéressant, mais qui pourtant n'arrive jamais sur mon bureau. Notamment, j'ai participé à des conférences où j'entendais parler de chercheurs qui faisaient des recherches très intéressantes et je n'en avais jamais entendu parler. Et donc, il faut aussi que moi, je sorte de mon bureau, que je rencontre des gens. Mais il y a quelque chose qui doit changer, en fait. Par rapport au public et la recherche. Il faut reconnaître que la recherche peut être utile pour ceux aussi qui font des politiques. C'est ce lien, en fait, qui m'intéresse. S'assurer, en fait, que j'ai plus de cela sur mon bureau. Parce qu'il y en a qui peuvent arriver, mais il y en a d'autres qui sont difficiles à trouver. Donc, il faut que je sorte. Bon, maintenant, on va clôturer la session. Et on va déjeuner et on pourra poursuivre la discussion lors du déjeuner. Je vais remercier tous les participants qui ont contribué à cette session intéressante. Merci.